Let go, you don't. Don't be a fool. Let go. Can't die. Let go. You're immortal. You just end up broken in an eternity war. And they'll end up looking after you. Go, you little shit. No! At times like these, the devil is never far away. Pour finir cette émission, on change apparemment de registre en s'attelant à la sortie DVD du dernier film maudit du roi incontesté de la loose, le champion toute catégorie des ersatz de Pierre Richard, que dis-je, le représentant absolu de la shkoumoun au cinéma, Mr. Terry Gilliam. Je parle bien sûr de l'imaginarium du docteur Parnassus, titre interminable pour un projet fantasque qui lui aussi connu moult galères, mais qui s'impose au final comme son meilleur film depuis des lustres. Et s'il a sa place dans cette émission, c'est qu'à défaut d'ultra-violence, il questionne à son tour la place de l'imaginaire dans le monde. You mean you stop telling the story and the whole universe ceases to exist? You make it sound so simple. Et oui, on pensait que Gilliam, déjà échaudé par des rapports tumultueux avec ses producteurs, avait connu toutes les galères possibles et imaginables sur Munchausen, Don Quichotte ou les frères Grimm. Il ne lui manquait plus que la mort de son acteur principal en plein tournage pour devenir incontestablement le messager absolu de la poisse, le réceptacle idéal aux 10 plaies d'Égypte, mais surtout, le mec avec qui il faut avoir des coronesses de bosser sans craindre qu'une hirondelle d'Afrique vous balance une noix de coco en pleine gueule. Hélas, Heath Ledger est mort. Bon, je sais pas comment on dit Heath Ledger, je sais pas. Ledger, bon, Heath Ledger si tu veux. Et du coup, le tournage de l'imaginarium du docteur Parnassus s'est vu chambouler, contraignant une nouvelle fois le cinéaste, sinon à se résigner et à s'envoyer une balle, du moins à repenser son œuvre. Et au final, si le résultat est encore bancal, c'est moins en raison du remodelage nécessaire du récit suite à cette tragédie qu'à l'aune des vieux démons du cinéaste, dont les penchants pour l'arythmie, l'hystérie et la démesure amoindrissent parfois l'impact d'univers humanistes qui savent toujours être touchants et poétiques quand ils n'ennuient ou n'irritent pas. Dans le cas présent, le remplacement d'Heath Ledger sur la seconde partie du film par Jude Law, Johnny Depp et Colin Farrell n'altère en rien une thématique brillante sur la place moribonde de l'imaginaire dans un monde violent où le culte de l'argent, de la gloire et de la possession aliène les individus. This world that we live in is full of enchantment for those with eyes to see it. Chicken! Au contraire, les 4 visages pour le prix d'un appuient intelligemment cette idée d'une perte de repère de l'individu par rapport à son conditionnement et au désir fallacieux qu'il s'impose malgré lui. Et c'est d'ailleurs le seul travers que tu peux avoir avec le fait qu'il était obligé de composer avec la mort de son acteur. Comme tu as toute la fin avec Colin Farrell et pas lui, toute la perception, si tu veux, de Heath Ledger qui est en fait un salopard qui s'aliène, tu la ressens moins. Dans la mesure où il est pour le coup interprété jusqu'au final par un autre. Donc tu te dis c'est Colin Farrell l'enculé, mais t'as envie de dire ouais mais c'est le même personnage, tu vois. La nécessaire remise en cause de son concept initial a finalement permis à Terry Gilliam d'apporter à chacune de ces visions fantasmagoriques qui ponctuent le récit comme autant de désirs illusoires, l'allégorie par le changement de corps d'une perte de soi. En réalité, le service rendu par 3 acteurs célèbres venus rendre hommage à Heath Ledger appuie l'humanisme bouleversant du film qui, dans sa seconde partie, associe avec brio l'émotion à l'exigence vitale, absolue, de perpétuer ce qu'il reste d'imaginaire dans le monde pour que l'homme continue à se définir davantage par ses créations et ses rêves que par sa survie. Damn! I've won. Et si le film reste inégal, c'est finalement dans sa première partie, là où Heath Ledger est présent, sans en être évidemment le responsable. Une difficulté à démarrer le récit, à synthétiser sa narration, une propension à faire gesticuler des acteurs qui surjouent une hystérie accentuée par le grand angle, ce qui déjà rendait insupportable Thaïlande. Moi j'ai eu très peur au début en fait, en mettant l'imaginarium Dr Parnassus, par exemple, la première demi-heure j'étais là, putain ça va être du Thaïlande quoi, c'est-à-dire je fais exprès de foutre mes persos dans 3 mètres carrés, de les filmer en sur-grand angle et de les faire gesticuler en dialogue interminable qui n'apporte rien. And that again? Oh, God's sakes, Dad. Come on. Always taking the easy way up. Mais voilà, sous prétexte de l'univers fantasque du bonhomme, je trouve qu'on lui pardonnait
beaucoup, et c'était peut-être pas forcément sa faute, hein, mais des vrais problèmes de découpage, des vrais problèmes de rythmique dans ses films, des vrais problèmes de montage, et puis surtout des vrais problèmes de narration, c'est-à-dire des fois des digressions interminables sur des trucs où t'avais tout compris. C'est-à-dire t'as des scènes qui durent 3 plombes pour dire un truc qui n'est pas si fondamental dans l'histoire et que t'as vite compris. Mais dès que le second acte se met en place, donnant à Gilliam la possibilité de laisser libre cours à son imaginaire poétique pour traduire une thématique universelle sur la place de nos rêves dans un monde qui les étouffe, son film devient une épopée. Et puis tu reviens à ce que faisait Gilliam, qui est vraiment quelque chose de profondément touchant que moi j'avais pas ressenti depuis Fisher King, d'avoir des personnages vraiment émouvants, des personnages touchants, des personnages qui ont perdu des choses et qui essayent de perpétuer leurs rêves, leurs fantasmes, leurs croyances dans un monde qui fait tout pour les phagocyter. Et ça, c'était quand même une thématique qui était, depuis ses premiers films, elle a toujours été ça. Ce personnage de Brésil, c'est ça. Le personnage de Munchausen, c'est aussi ça. Quelque part, c'est des mecs qui ont des rêves et des fantasmes et qu'on empêche de laisser s'exprimer. C'est-à-dire, c'est une façon de dire que quelque part, les poètes, l'onirisme, l'imaginaire est annexé dans le monde dans lequel on est. Donc ça y est dans celui-là. Et du coup, petit à petit, la thématique prend le pas sur la narration, elle prend le pas sur le fantasque des univers pour vraiment te véhiculer quelque chose de fort où tu te dis, ouais, c'est ça qui est important. Une épopée dans le sens noble du terme, où l'homme doit se dépasser pour changer le monde.